Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode de l'Angle de relève. Thomas Lafont à l'animation en compagnie de Philippe Gendron et de Larry Doré. Ça va bien? Et toi? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. La saison est officiellement commencée. Les camps qui ont débuté plutôt la semaine dernière. Et de notre côté, on commence nos prévisions de division avec la meilleure des divisions, selon moi, dans le baseball majeur, l'Est américaine, la division des Blue Jays. Selon moi, je pense que les 5 équipes peuvent faire série dans cette division-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ça va être une division qui va être très relevée. On va commencer dans le vif du sujet avec les Blue Jays de Toronto qui ont eu une saison l'an dernier de rêve. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils répètent ces succès-là? Je sais qu'on en parlait un peu la semaine passée, mais c'est quoi nos attentes envers les Jays? Je pense que les Blue Jays, tout le monde s'attend à ce que au moins ça prenne une place en séries éliminatoires. Là. Je pense que avec les mouvements qu'ils ont fait pendant la saison morte, je pense que s'ils font pas les séries éliminatoires, je pense que c'est une déception là, du côté des Blue Jays. C'est la même chose pour moi. Là. Moi, je m'attends à ce qu'ils fassent les séries, ça c'est sûr. T'sais, même s'ils ont perdu Bo Bichette, ils ont quand même réussi à remplacer, à bien le remplacer. Mais c'est sûr que ouais, s'ils font pas les séries, ça serait pas mal décevant, là, mais ça reste une des meilleures équipes dans sa section. Là, fait que... Est-ce que vous pensez qu'ils en ont fait assez pour remporter la division encore, ou ça va être une place d'équipe repêchée cette année? Moi, OK, là, j'étais peut-être un petit peu biased, là, mais moi, je pense que les Yankees vont reprendre cette première position-là. Ils ont quand même le meilleur joueur de la ligue, là, avec Aaron Judge. Fait que je les vois pas finir avant les Yankees une deuxième année de suite. Je m'attends à ce qu'ils soient deuxième, les Blue Jays. Mais après ça, tout peut arriver, c'est du baseball, fait que... Ouais, c'est ça, ça fait partie. Mais tu sais, c'est peut-être une opinion un petit peu biaisée, mais tu sais... Moi, je pense... une opinion folle, là, quand même. Mais non, écoute, ça reste une des meilleures équipes, les Yankees. Ça reste dans le domaine du possible, mais moi, je pense que les Jays devraient remporter cette division-là, quoique, comme que j'ai dit, les 5 équipes peuvent se battre au moins pour une place en série. Il y en a au moins 3 vrais contenders pour cette division-là. Je pense que ils en ont fait assez cet hiver pour se battre pour le titre de division. Parlons d'ailleurs de leur move cet hiver. On en parlait un peu la semaine passée, mais Dylan Cease, qui s'en vient à Toronto, va compléter une rotation qui comprend déjà Kevin Gausman, Trey Savage, Shane Bieber, Jose Berrios. Mais c'est qui, selon vous, le vrai numéro 1 de la rotation des Jays entre ces partants-là? Je pense qu'à 35 ans, Kevin Gausman, avec tout ce qu'il a prouvé dans le passé, reste quand même l'os partant des Blue Jays. Ça fait plusieurs années qu'il est à Toronto. Je pense que comme premier partant, c'est plus un titre significatif dans le sens qu'au final, ils vont sensiblement lancer les deux le même nombre de matchs dans une saison, mais je pense que ça serait une très grande surprise pour moi si on arrive à Opening Day puis c'est pas Kevin Gausman sur le monticule, à moins qu'il y ait une situation de blessure, là, mais je serais très étonné que ce soit pas lui. Selon moi, je dirais que c'est Cody Ponti. Non, sérieusement, je pense que le titre partant pour l'Opening Day va quand même revenir à Gausman, mais c'est comme que tu te files, c'est deux partants, c'est des 1A, 1B. C'est vraiment un beau problème pour les Jays, parce que c'est deux partants qui seraient des as dans n'importe quelle rotation des majeurs. Et là, d'en avoir deux dans la même équipe, c'est sûr que ça
ça va venir, ça va venir donner un peu un boost à cette rotation-là. Laurie, je veux ton avis. C'est quoi envers. Non, vas-y. Ouais, excuse. Ben non, mais je suis d'accord avec vous. Là. Moi, je pense que Kevin Gausman va partir au moins le premier match. Mm-hmm. Après ça, j'imagine que ça va dépendre de leur performance. Puis peut-être qu'à un moment donné, dans la rotation, on va voir s'ils prennent le relais. Mais je pense que ça va dépendre de leur performance. Mais je pense que le premier match, ça doit être Gausman juste parce que il a montré dans le passé que il était l'homme de confiance, mais aussi qu'il est là depuis longtemps avec les Blue Jays. Là. Fait que je pense que ça doit être Gausman, mais ça se peut qu'au cours de la saison, avec le nombre de matchs qu'il joue aussi, s'ils soient premiers dans la rotation. Là. Mm-hmm. Moi, je vais aller d'un hot take pour la rotation des Jays. Ah, j'aime ça. Je pense pas que Yesaevich va passer la saison au complet dans les majeurs. Non? Ouais, un jeune lanceur comme ça, oui, il est arrivé en fin de saison en série, il est incroyable. Je donne, puis il a des toughs pour avoir une longue et bonne carrière dans les majeurs, mais je pense qu'au début, surtout quand les frappeurs vont avoir plus de tape sur lui, plus d'expérience contre lui. Je pense qu'il va. Je m'attends à ce qu'il frappe un mur. Va peut-être passer un mois, un mois et demi dans le 3 avant de revenir en fin de saison. Yesaevich, même si c'est un excellent lanceur, j'enlève rien, mais je pense que ça fait partie de la courbe d'avantage de ce genre de joueur-là, surtout avec j'ai un peu dans les Sabermetrics, mais surtout avec son genre de lancer. C'est un lancer que c'est quand même facilement. Tu peux facilement t'adapter à son arsenal. Donc, je pense que ça va. Il va frapper un mur à peu près au mois de mai-juin. OK. Est-ce que tu pourrais plus élaborer sur le type de lancer qui est facile à s'adapter? Mm-hmm. Ça rapide. Tu m'en poses une bonne, mais ça rapide. Je pense que il n'y a pas beaucoup de mouvements. C'est assez up and down. Donc, je pense qu'une fois que les frappeurs vont s'être adaptés et habitués à ce lancer-là, ça va être plus difficile pour lui. OK. J'accepte, mais personnellement, je pense que s'il garde sa balle rapide dans le haut de la zone, il devrait s'en sortir assez bien. Mais c'est sûr qu'on préférait voir un lancer qui vient matcher un peu sa balle rapide puis sa split pour aller chercher des retraits sur des prises, que ce soit plus comme une balle courbe ou plus quelque chose qui va sweep un peu, mais on verra. C'est sûr que pendant le camp d'entraînement, on ne sait jamais ce qu'il y a plus fun non plus là, pendant l'hiver. Non, c'est ça. Puis avec le spring, les matchs de pré-saison qui débutent cette semaine, on va avoir une meilleure idée un peu de ça ressemble à quoi. Mais ça, bien hâte de voir. Ça va être quoi un peu la rotation et le bullpen des Jays cette année. Passons maintenant aux joueurs de position. Le joueur qui m'intrigue beaucoup chez les Blue Jays, c'est Kazuma Okamoto, le japonais qui a été signé plus tôt cet hiver. Un contrat de 4 ans, 60 millions au total, devrait jouer au troisième but. C'est quoi vous attendre offensivement pour lui? Je pense que pour lui, c'est d'amener. C'est sûr que je pense qu'au début, ça va être difficile un peu de s'adapter. Des fois, c'est un peu difficile, différent dans le style de jeu d'arriver de l'Asie puis venir jouer en Amérique du Nord. Mais je pense que s'il est capable surtout au début de la saison, juste de donner des bonnes apparitions au bâton,
puis de s'ajuster au jeu. Je pense que la puissance puis le average va venir aussi, mais je pense que juste au début, pour lui, ça va être de s'adapter au nouveau mode de vie, au nouveau style de jeu, puis juste d'amener que ce soit quelconque attaque qui est capable d'amener, mais je pense que ça va venir. Sa puissance, elle reste quand même indéniable. Donc, je ne suis pas stressé. Là. C'est sûr que s'il commence la saison un peu plus difficile, je pense qu'il ne faut pas trop vite sauter aux conclusions là, de dire que les Blue Jays ont gaspillé leur argent ou quoi que ce soit. Je pense que c'est juste de garder ça un peu relax avec lui pour le laisser là, se développer un peu. Ouais, puis moi, ce qui m'impressionne dans son cas, c'est le pourcentage de rétro bâton qui est quand même très bas, seulement 11,3% la saison dernière avec dans la ligue japonaise. Et historiquement, c'est quand même assez bas, autour de 15%. C'est sûr que dans les majeurs, je m'attends à ce que ça monte un peu, surtout au début, mais je pense que s'il peut garder les rétro-bâtons assez bas, il faut quand même du succès quand même de son côté. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Laurie. Je suis tout d'accord avec ce que vous dites. Moi, c'est pas un joueur vraiment. Ben, c'est normal vu qu'il provient du Japon, mais je me demande surtout, y a-t-il de la pression sur lui? Est-ce que les gens ils ont des grosses attentes ou c'est plus. Est-ce qu'ils s'attendent, mettons, qu'il remplace Bichette ou c'est plus genre un joueur qui arrive puis on espère qu'il fasse. Personnellement, je me dis, s'il amène la même offensive que Matt Chapman amenait, je pense qu'on devrait être correct. Je pense que c'est le minimum qu'il va amener. Là. C'est un gars qui va frapper peut-être pour 2,25, 2,30 avec une puissance au bâton qui fait peur, mais je pense que c'est toujours dur de voir un peu qu'est-ce qu'ils vont faire avant qu'il arrive, mais s'il est capable de jouer du bon troisième but puis d'amener un peu de puissance dans le bas de l'alignement, je pense que c'est un win pour les Blue Jays. 100%. Question pour vous. Pensez-vous que Vladdy peut aller chercher le titre de joueur de MVP? Je pense que ça va rester à Judge. Je pense. C'est mon opinion. Pas bias quand même. Mais je pense que c'est ça. Non, je pense que Judge est le meilleur de ce côté-là, la ligue. Puis ça va dur de battre parce que je veux dire, le nombre de coups de circuit qu'il fait, je veux dire, il n'y a pas personne qui peut accoter ça. Après ça, le jeu défensif, là, je veux dire, il y a un bon jeu, mais tu sais, Vladdy, il faudrait vraiment qu'il connaisse. Je dirais pas non, là, si ça arrive, ça serait super, ça serait vraiment c'est quelque chose de différent, là. Mais non, j'aurais de la misère à voir qu'il soit capable de s'élever au niveau que Judge est, genre. Malgré que c'est un excellent joueur, quand même. C'est ça, je pense qu'il reste dans les bons joueurs, mais un peu dans la même veine que ce soit Cal Raleigh ou genre Bobby Witt Jr. C'est des gars qui vont traîner ton équipe, mais pas nécessairement des joueurs qui vont amener le trophée du joueur le plus utile à son équipe, mais au final, je pense que dans le cas des Blue Jays, ils veulent pas nécessairement le trophée du joueur le plus utile, mais plus le trophée de la fin de la saison. C'est sûr. Au final, peu importe, je pense que Vladdy, il a le talent pour traîner son équipe, puis rendu là c'est pas ça qu'il vise, là. C'est ça, qui gagne le trophée ou non de joueur le plus utile. Je pense que les joueurs veulent plus le trophée à la fin que ce trophée-là. Oui, définitivement. Par contre, un joueur qui ne gagnera définitivement pas de MVP, surtout du côté des Blue Jays, c'est Anthony Santander, qui va rater les 6 premiers mois de la saison suite à une opération à l'épaule. Oui, c'est ça, l'épaule. Dans son cas, on se rappelle l'an dernier, une saison qui a été marquée par des blessures également. Ça a été très difficile pour lui. Phil, est-ce qu'on se dirige vers une autre situation, un peu comme dans le cas d'Anthony Rendon dans son cas?
Ben, je pense que non, là, d'un sens, j'ai pas entendu Santander dire qu'il avait plus envie de jouer au baseball, puis Ouais, qu'il c'est ça. sentait que c'était vraiment un travail pour lui. Donc, de ce côté-là, on est correct pour ça. Mais je pense que, tu sais, tout va dépendre de comment il va revenir. Évidemment, s'il revient, là, on sait que c'est quand même une grosse blessure, mais comme joueur de position, je pense que Santander, il a connu des bonnes années à Baltimore, puis s'il est capable de revenir pour être un joueur euh, correct, je pense que les Blue Jays vont au moins s'en sortir, mais je pense pas qu'on va revoir le Santander de 2024 qui a frappé au-dessus de 40 circuits. Je pense plus que on va se rapprocher d'un joueur là, qui est plus médium, milieu de bas d'alignement. C'est sûr que pour un joueur qui va être frappeur désigné, c'est un peu plus difficile, mais je pense que c'est pas, c'est pas mort encore. Moi, ce qui me dérange le plus dans cette situation-là, c'est le fait qu'il ait attendu jusqu'au camp d'entraînement avant de s'opérer. Parce que c'est sensiblement la même blessure qui l'a dérangé tout le long de l'année dernière. Pourquoi t'as pas décidé de faire ça 2 semaines, un mois après la Série mondiale? Il serait revenu mai, juin. Là, dans son cas, il va revenir au mois d'août. La différence est énorme. Puis avec le contrat qu'il y a, ça peut très bien devenir un boulet pour les Chase. Il reste, je me souviens plus, je pense, 2 autres années après cette saison. Les 2 premières années sont essentiellement perdues, à moins qu'ils reviennent et qu'ils deviennent Barry Bonds, ce qui m'étonnerait beaucoup. Mais déjà là, le début de ce contrat-là, c'est désastreux du côté des Jays. Surtout que les Jays, c'est pas une équipe qui est reconnue pour dépenser beaucoup pour les agents libres, qui va être capable de dépenser au niveau des Dodgers. On se rappelle le nombre d'agents libres que les Dodgers ont volé, entre guillemets, aux Blue Jays dans les dernières années. Moi, je pense que ça va juste un peu décourager Atkins, Shapiro et toute l'équipe de Rogers de dépenser des gros contrats pour des joueurs qui finalement ça donne pas grand-chose. Donc, je pense que c'est vraiment une déception dans son cas avec les Jays. Passons maintenant pour l'équipe préférée de Laurie, les Yankees de New York, qui ont été assez tranquilles cet hiver. Pas mal sensiblement la même équipe que l'an dernier. Laurie, est-ce que tu penses que c'était la chose à faire du côté des Yankees? Ben, c'est sûr que j'aurais aimé qu'il aille chercher un joueur pour aller encore plus de profondeur. Parce que, tu sais, toutes les autres équipes dans sa section, ils se sont améliorés en l'entre-saison. Bon, ça reste que les Yankees, je les place premiers quand même, puis je les vois quand même dominer. Mais j'aurais pris, tu sais, un peu comme les Dodgers. Là. On va chercher des gros joueurs, puis on essaye de le plus de profondeur possible. Mais écoute, c'est une autre approche, puis on fait avec, là, mais j'aurais fait plus, mais tu sais, considérant que les Blue Jays, les Orioles, les Red Sox sont tous améliorés, là, fait que tu sais, ça va jouer quand même du coup de ce côté-là. Puis en achetant un joueur d'impact, les Yankees auraient pu encore plus se démêler à tout ça. Là, donc, mais j'ai hâte de voir. Parce qu'il y a quand même des retours. Là. Il y a Garrett Cole qui revient. Ça pourrait être gros. Je sais que c'est une grosse blessure quand tu reviens de ce genre de type d'opération-là puis de blessure-là. Mais je pense que s'il revient le lanceur qui était avant, je pense que ça pourrait aider grandement les Yankees du côté de la rotation et tout. Sinon, c'est vrai, il y a Cam Schittler qui est là. Ça va être intéressant à voir.
s'il va être capable de continuer sur ce qu'il a montré en série. Parce que ça reste une recrue. Fait que, tu sais, éventuellement, peut-être que les équipes, comme tu as dit un peu, Thomas, avec. J'ai oublié son nom. Avec le lanceur recru des Jays. Savage. Ouais, ça pourrait faire comme lui, là. Mm-hmm. On sait jamais. Mais j'espère que non. Mais les joueurs, ils vont peut-être éventuellement voir un peu ses habitudes, puis plus frapper que qu'est-ce qu'ils ont fait contre lui en série. Mais j'ai hâte de voir un peu ça va être quoi son rôle dans la rotation. Puis sinon, les joueurs restent les mêmes, là, mais j'ai hâte de voir s'ils vont être capables de répéter ce qu'ils ont fait l'année passée du côté de leur partie. Si Judge va continuer, ça c'est sûr, mais il y a d'autres joueurs plus c'est Grisham, si je me trompe pas. Mm-hmm. Grisham qui a connu une bonne saison l'année passée, donc j'espère qu'il va continuer sur ce qu'il a fait l'année passée puis montrer que c'était pas juste une saison exceptionnelle qu'il a eu, mais bien qu'il va être capable de répéter sur plusieurs saisons ce qu'il a fait. Puis tu sais, Cody Bellinger qui revient aussi, ça va faire du bien aussi à l'offensive des Yankees. Puis Ben Wright, j'ai hâte de voir aussi ce qu'il va être capable de faire parce que les fans des Yankees ont des grosses attentes. Mm-hmm. Mini Aaron Judge. Ouais, puis avec dans le cas de Ben Arroz, ce qui m'intrigue dans son cas, c'est qu'il est très versatile. Il peut jouer autant saveur qu'au premier. Donc, je pense que les attentes sont quand même élevées dans son cas. On a beaucoup niaisé les Yankees cette hiver avec les run it back Yankees. Mais Phil, en regardant un peu la composition de l'alignement d'équipe, sont où les trous dans cette équipe-là? Ben, personnellement, je ne vois pas nécessairement beaucoup de trous dans cet alignement-là. On a des bons joueurs, on a beaucoup de profondeur aussi, que ce soit surtout dans les jeunes. Je pense que les Yankees n'ont pas nécessairement bougé beaucoup pendant l'entre-saison, mais je pense qu'une fois rendu dans la saison, en cas de blessure, quoi que ce soit, je pense que des gars comme Spencer Jones ou bien des gars comme Jason Dominguez, que ça fait, c'est des jeunes joueurs qui, depuis plusieurs années qu'on entend parler d'eux, là, puis soit qu'on a hâte de les voir jouer, soit qu'on a hâte de les voir partir. Là. Si on aime ou on n'aime pas, mais je pense que je ne serais pas étonné de revoir un autre échange comme l'échange de Ryan McMahon qui va chercher un excellent joueur qui est un peu qui passe sous le radar, qui passait sous le radar au Colorado dans une équipe un peu en longue reconstruction. Donc, c'est ça, reconstruction avancée. Reconstruction depuis des millénaires. Donc, je pense que on peut s'attendre à d'autres mouvements des Yankees. Je pense que c'est pas nécessairement l'alignement qui va terminer l'année, mais je pense que s'ils vont chercher de l'aide, je pense que c'est dans la rotation là, parce que oui, Cole, Rodon, Clark Schmidt peuvent revenir, mais je pense que c'est pas nécessairement immédiat. Puis on sait qu'avec des opérations... Excuse-moi, Rodon, c'est supposé revenir dans les alentours du début de la saison. Mais pour les deux autres, c'est pas avant mai-juin. C'est ça. Puis on sait pas la quantité de setback qu'il peut avoir non plus avec des blessures comme ça. Fait que si les jeunes lanceurs font pas nécessairement le travail, je serais pas surpris là, de voir les Yankees soit aller chercher un gros nom ou juste un joueur qui est un petit peu moins connu, mais ils ont toujours trouvé une façon d'avoir des lanceurs partants de qualité, là, peu importe que ce soit de leur organisation ou bien d'une autre organisation. Je pense que c'est pas stressant de leur côté non plus, mais ils ont des armes à donner là, si jamais ils veulent transiger. Mm-hmm. Ben, c'est ça, justement, parlons-en de ces armes-là, à commencer par le Martien, Jason Dominguez, qui devrait commencer la saison comme quatrième voltigeur. Je me souviens, il y a quelques années,
le hype alentour de lui était vraiment à des niveaux stratosphériques. On parle de lui comme étant la future grande vedette du baseball. Maintenant, quelques années plus tard, il y a de la difficulté à faire le line-up des Yankees. Pensez-vous qu'il serait capable de justement battre un Grisham ou son avenir est ailleurs là, dans son cas? Ben, il faudrait qu'il commence par son problème un peu à lui, puis à plusieurs autres aussi, là, mais c'est de la constance. Là. Il peut connaître des excellents matchs, puis après ça, être un peu sans rien faire pendant plusieurs matchs. Fait que, je pense que, puis défensivement aussi, ça peut être difficile par moment. Fait que, ouais, moi, je pense vraiment que c'est la constance. Puis éventuellement, c'est sûr que les Yankees vont. Je pense qu'ils vont comme perdre patience. Là. À un moment donné, d'après moi, ça va. Ils vont l'échanger. Ou en tout cas, ça va être un joueur à échanger si jamais ils ne trouvent pas cette constance-là. C'est parce que c'est une des raisons aussi comme Grisham, pourquoi ils l'ont signé. Là. C'est parce qu'il a trouvé une certaine constance au courant de la saison. Puis c'est ça qui lui a permis de signer un autre contrat avec les Yankees. C'est un peu la même chose avec Dominguez. Il faut qu'il trouve une constance, il faut qu'il trouve un moyen de percer l'alignement, d'y rester, d'avoir la confiance du coach. Puis c'est pas mal juste ça qui manque parce que le talent, il est là. Mais ouais, si jamais il ne réussit pas à faire ça, d'après moi, ça va être un des premiers à être échangé. Là. Moi aussi, je m'attends un peu à ça dans son cas, sa défensive. Ouais. Ça s'est pas vraiment amélioré. Ça s'est même régressé, je dirais, depuis son premier rappel en 2024, je ne me trompe pas. Il est pas capable de frapper gaucher. Quand tu es un frappeur ambidex, puis que tu n'es pas capable de frapper d'un bord, ça va pas très bien. Fait que, sûr que c'est un gars que j'ai suivi depuis qu'il avait 16-17 ans. Donc, j'espère qu'il puisse trouver une façon, justement, comme tu sais, d'être constant, puis de gagner sa place un peu, mais je pense pas que ça va être avec les Yankees, malheureusement, dans son cas. Les Yankees sont remplis, là, comme on disait. Là, aussi. Fait que, je pense qu'avec une équipe plus faible, si on veut, il y aurait peut-être de la place pour lui. Ou en tout cas, une équipe plus patiente, là, qui cherche pas à faire... qui n'est pas prête, mettons, pour les séries. C'est peut-être plus ce genre d'équipe-là qui pourrait lui donner une chance sur le long terme. Là, mais une chance, c'est comme... Parce que, si jamais Dominguez, ça ne prendra pas gros. S'il y a 1 ou 2, 3, 4 games que ça ne va pas bien, là, tout de suite, il va sur le banc. Là, parce que les Yankees ne peuvent pas se permettre vraiment d'être patientes là, avec l'équipe qu'ils ont, puis avec les expectations, excusez le mot en anglais, j'ai oublié le mot en français. En tout cas, avec les attentes, voilà. Avec les attentes qu'ils ont. C'est ça. Ils peuvent pas être aussi patientes que, mettons, d'autres équipes dans la ligue. Non, c'est sûr. Vas-y, Phil. Non, mais je pense que Dominguez, le potentiel, il est là, mais il manque beaucoup de polissage sur son diamant un peu. Puis, tu sais, désolé Thomas, mais c'est parce que ça me ferait depuis tantôt de penser que ce gars-là était comparé à Mickey Mantle, puis que c'était supposé être le prochain Mickey Mantle. C'est vrai. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent, mais défensivement, tout le monde disait que c'était un excellent joueur de chanson défensif. Je pense que quand il est arrivé avec les Yankees, il a comme prouvé le contraire. Je pense qu'il y a eu beaucoup de difficultés, mais le potentiel, il est là. Il y a beaucoup d'atouts pour lui, mais je pense qu'il manque des répétitions là, contre des lanceurs des ligues majeures. Puis je pense que ça va venir avec le temps, mais comme Laurie a dit, je pense que les Yankees, c'est peut-être pas la meilleure place pour son développement. Là. Parlant que les Yankees sont pas patients, si cette année, c'est une autre année qui se termine par un échec en série, est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de régime avec Aaron Boone et Brian Cashman, ou il y a encore votre confiance? Moi, en tout cas, j'ai eu peur l'année passée. Je veux dire, j'y ai pensé. Là. J'étais genre, peut-être que là, ça y est, Boone,
il va se faire congédier, tu sais. Mhm. Mais évidemment qu'on veut des résultats, là. Puis avec l'équipe que les Yankees ont, ils sont meilleurs que qu'est-ce qu'ils ont montré l'année passée, puis ils sont meilleurs que la position à laquelle ils ont fini, là. Mais c'est sûr que, écoute, s'ils vont pas plus... Moi, je m'attends à ce qu'il y ait en finale, là. Faut que... Ok, C'est beau. ok, c'est. Ouais, c'est all-in, là. Il faut que ça y aille, parce que sinon... Ben, tout le monde vieillit, hein. Oui, oui. À un moment donné, c'est parce que, tu sais, Staton, ça sera pas pour toujours. Puis Goldschmidt, ça s'en vient aussi. Puis Judge, je veux dire, je sais qu'il a son contrat et tout, mais Mais c'est Judge, pas un genou, à là, peu non. près 33 ans, ouais, c'est ça. Il se fait un genou non plus, tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des résultats. Puis oui, peut-être pas cette année, mais tu sais, d'ici 2-3 ans, là, si ça va pas plus loin que qu'est-ce qu'on a vu dans les dernières années, je serais pas surprise de voir Boone se faire congédier, là, parce que à un moment, il faut des résultats. Là. Mhm. Non, je pense que ça dépend de la saison. C'est sûr que d'un cas de saison catastrophique, je pense pas que ça va vraiment être une question, mais je pense que si les Yankees sont capables de se trouver une place en série là, dans cette division-là, je pense que je crois que leur travail est assez assuré. Là. Je pense qu'ils font quand même du bon boulot à New York. Puis, on regarde l'équipe, c'est une excellente équipe, mais ça reste que je pense que c'est pas nécessairement une équipe que, oui, t'aspires aux grands honneurs, mais je pense qu'une fois qu'ils se rendent en série, je pense que le travail a été fait là, pour les entraîneurs. Mhm. Moi, je pense que moi, je m'attends à un changement. Si c'est pas cette année, l'an prochain, en cas d'échec, évidemment. Surtout du côté de Cashman. Cashman, il est là depuis les années 90. Il y a une certaine complaisance dans son cas, surtout cet hiver, ce que j'ai trouvé. Puis je pense que c'est un sentiment qui est partagé par autant les partisans Yankees que les joueurs de Aaron Judge qui a dit justement tantôt que c'était très difficile de voir Yankees aussi être inactifs pendant la saison morte. Je pense que Cashman se fait un peu trop sur le fait que c'est des Yankees. On va trouver une façon de gagner parce qu'on est les Yankees. Mais justement, ça fait 17 ans, 18 ans, 17 ans qu'ils ont pas remporté une série mondiale. L'an dernier, ils l'ont vu en série, excuse-moi de rire, mais il n'était pas de taille. Je suis d'accord. Contre d'accord. Mais il se fait beaucoup sur Judge aussi, là. Oui, c'est ça, c'est une Mais tu équipe sais, qui il ne peut pas tout faire non plus. est centrée sur Aaron Judge. Ouais. À part lui, quand il est absent, on l'a vu en 2023, Ouais. c'est une équipe qui implose sur lui-même. Donc, je pense qu'un changement serait bénéfique du côté des Yankees prochainement. Passons aux Red Sox parce que je veux pas, le temps file un peu, déjà 35 minutes d'émission. Les Red Sox qui ont été chercher vraiment la meilleure rotation des majeurs avec Sonny Gray qui vient. Sonny Gray, Johan Oviedo et Ranier Suarez qui vient s'ajouter à Garrett Crochet et Garrett Whitlock, ainsi que Tanner Hook qui va malheureusement manquer une bonne partie de la saison en raison d'une opération Tommy John. Pensez-vous que c'est la meilleure rotation des majeurs? Je pense pas nécessairement que c'est la meilleure rotation des majeurs, mais je pense que c'est dans les tops. Je dirais top 5. Je pense que deux excellents lanceurs gauchers au top de la rotation. Je pense que c'est dur à battre. Là. C'est difficile d'en avoir un, donc imaginez en avoir deux. Mais c'est ça. Je pense que Sonny Gray, ça reste quand même pour moi
un point d'interrogation, là, rendu à 36 ans. Il a connu des bons moments, mais il a connu des moins bons moments dans les dernières années aussi. Donc, j'ai l'impression que ça va peut-être être un petit peu plus difficile, mais je pense que une rotation comme ça, là, elle n'a rien à envier à personne. C'est des excellentes additions. On peut penser à Sandoval qui va revenir, Cutter Crawford qui a bien lancé aussi. Fait que je pense que ça va quand même être intéressant de voir comment est-ce que les lanceurs jouent à Boston. Mais c'est sûr que quand tu as Garrett Crochet puis Suarez dans ta rotation, je pense que c'est difficile de ne pas être confiant. Là. Moi, ce qui m'inquiète un peu du côté des Red Sox, c'est plus ça, la relève. Oui, la rotation, je pense que c'est, selon moi, la meilleure américaine. C'est pas facilement top 3 dans les majeurs. Mais la relève, à part Chapman, qui a connu une renaissance l'an dernier, qu'on ne sait pas s'il est capable de répéter ça, c'est assez vide comme enclos. Je pense que c'est là que le bas blesse un peu pour les Red Sox, parce que sinon, en regardant le reste de l'alignement, c'est un alignement assez solide, surtout avec l'addition de Caleb Durbin, en fait, la semaine dernière, en provenance de Milwaukee. Donc, je pense que c'est ça qui va faire qui pourrait faire la différence du côté des Red Sox entre gagner la division et finir dans les équipes repêchées. Parce que le reste de cette équipe-là est assez impressionnant. Jaren Duran, Rafaela, Anthony, Mayer, aussi des jeunes qui devraient faire la différence. Aussi l'addition de William Contreras. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Wilson, pas William. Quoi, excuse? Wilson. Ouais. Oui, Wilson, c'est vrai. Pardon. Mais oui, c'est ça. Je pense que ça pourrait amener un autre gros bâton droitier avec les Sox. Donc, très hâte de voir cette équipe-là. Je pense qu'ils pourraient gagner l'addition, mais tout va jouer sur la relève. Surtout avec les deux jeunes, Anthony et Meyer. Pensez-vous qu'il va avoir qu'ils vont vraiment avoir de leur éclosion cette année? Moi, j'espère que oui. Parce que, surtout Anthony, là. Oui, il a montré les bons flashs en dernier. C'est ça, il a montré des bons flashs. Ça reste, encore une fois, de la constance. Mais tu sais, il est assez jeune. Puis, mais tu sais, il va avoir un rôle assez important. Donc, moi, je pense que s'il va bien, puis si Meyer va bien, je vois pas pourquoi que les Red Sox iraient mal. Mais moi, j'ai bien hâte de voir ce qu'Anthony va faire cette saison. C'est quoi, ça sera sa deuxième saison? Oui, c'est la deuxième saison. Ouais, hein? Fait que c'est ça. C'était sa saison recrue l'année passée, c'est ça? Oui. Donc, ça va être intéressant de voir ce qu'il peut faire à sa deuxième saison. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de le voir parce que, tu sais, c'est ça. C'était sa première saison l'année passée, donc c'est toujours, tu sais, c'est toujours nouveau, puis il apprend, dans le fond, à jouer dans cette ligue-là. Donc, il a comme l'expérience de l'année passée. Fait de voir une deuxième saison, ce qu'il peut faire, ça va être super intéressant. Puis, c'est sûr que s'il réussit, s'il va super bien, je vois le Red Sox quand même connaître beaucoup de succès. Là. Moi, le joueur qui m'intrigue vraiment, c'est justement Meyer, qui va bouger, qui va être au troisième but l'an prochain, suite au départ de Bregman. Comme Anthony, il a montré des bons flashs l'année passée, mais il manquait beaucoup de constance. Là, avec une nouvelle position, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, surtout qu'il n'a pas joué beaucoup l'an dernier. C'est seulement une quarantaine de matchs dans les majeurs.
Donc, d'avoir un poste à temps plein, j'ai hâte de voir ça va être quoi son évolution, mais je pense qu'on peut s'attendre à une vraie explosion dans leur cas. Toi, Phil, y a-tu un joueur qui t'intrigue? Oui. Je pense que dans ces deux joueurs-là, je pense que c'est sûr que je pense que c'est intéressant pour eux d'arriver dans une équipe qui est quand même assez construite. Donc, oui, c'est des gars qui vont jouer des gros rôles dans leur équipe, mais je pense que il ne faut pas négliger non plus qu'est-ce que Roman Anthony, si jamais il joue dans le champ extérieur, je pense que d'arriver là avec, évidemment, peu importe avec qui il va jouer, les deux autres, ça va être d'excellents joueurs défensifs, premièrement. Que ce soit Rafaela ou que ce soit Abreu ou donc que ce soit Durant. Je pense que les trois, c'est des joueurs qui compétitionnent pour le Gant doré à chaque année. Donc, juste ça, c'est assez intéressant pour lui de s'enlever un peu ce stress-là de devoir traîner un champ extérieur. Mais je pense que c'est deux joueurs qui vont suivre la parade dans le sens que si Boston va bien, je pense que ces deux gars-là vont avoir de la facilité là, à reprendre le dessus puis vraiment si jamais ils ont des passes difficiles. Je pense que juste de jouer à Boston avec une équipe qui semble assez bien bâtie là, pour la saison, je pense que c'est quand même intéressant pour eux là, d'arriver puis de pouvoir compétitionner pour les séries, mais aussi d'être capable de se développer là, dans une équipe qui est quand même respectable. Je ne sais pas si ça fait du sens, là, mais je pense que non, ça fait du sens. Comme, je pense pas que ça va être des joueurs qui vont être hot toute la saison, mais évidemment, des jeunes joueurs, c'est toujours des... c'est rock and roll un peu, mais je pense que s'ils sont capables d'être dans une équipe qui va les aider à apprendre et tout, je pense que ça va les aider beaucoup. Là. J'en ai que ça un mot tantôt. Les Red Sox qui ont acquis Caleb Durbin en provenance des Brewers en échange de Kyle Harrison, entre autres. Ce qui mettait un peu le clou dans le cercueil de la saga Rafael Devers. 8 mois plus tard, il reste seulement un lanceur qui joue dans le A du retour de cette transaction. Et selon moi, il faut en parler parce que à quel point que les Red Sox ont complètement mal géré ce dossier-là au complet avec Devers, c'est incroyable. Faire un peu un timeline dans ce dossier-là. Les Red Sox signent Alex Bregman l'an dernier pour être leur joueur un troisième but sans parler à Devers. Devers qui refuse de jouer au premier but. La chicane s'ensuit chez les Red Sox. Ensuite, début de saison difficile pour Devers l'an dernier. Et se fait finalement échanger à San Francisco, comme on le sait, en juin, en retour de justement Kyle Harrison, Jordan Hicks. C'est également James Tibbs et le lanceur recru que j'ai oublié son nom. 8 mois plus tard, aucun de ces joueurs-là sont à Boston. Est-ce que c'est l'un des pires échanges de l'histoire de MLB? Il faut aussi dire que présentement, Devers va probablement jouer au premier but à San Francisco. Avec les Giants, oui. Mais je pense que les Red Sox n'avaient pas nécessairement le choix. Je pense que Devers était devenu une énorme distraction pour l'équipe. Il avait connu un début de saison désastreux. Donc, c'est pas nécessairement le genre d'échange que tu veux faire pour échanger ton joueur vedette, mais je pense qu'au final, je pense que c'était nécessaire de l'échanger puis de changer un peu d'air là, à Boston. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que Caleb Durbin va faire, mais je pense que c'est un gars qui va bien fitter dans cette formation-là. Un gars qui connaît pas les retraits sur des prises. Non, c'est un gars qui met la balle en jeu, qui court. Fait que je pense que c'est totalement un joueur différent de Devers.
Puis, on a eu James Tibbs qui était quand même un bon espoir. Carl Harrison aussi. Jordan Hicks qui finalement n'a pas l'expérience. Jordan Hicks n'a pas marché, que ce soit à San Francisco ou à Boston. Mais je pense que Hicks était vraiment plus pour son salaire que était transigé. Là. Je pense pas que les Red Sox voulaient vraiment ce lanceur-là. Mais je pense que le grand gagnant est Rafael Devers. Mais ouais, c'est un peu ça que je dirais. Mm-hmm. Moi, ce qui me tue dans ce dossier-là, outre le fait que Devers joue au premier à San Francisco, c'est la gestion. James Tibbs, qui était un choix de première ronde en 2024, qui était un peu la grosse partie de ce retour-là, il a été échangé contre 2 mois de Dustin May l'an dernier, puis c'était pas 2 bons mois, c'était 2 mois où est-ce qu'il a fini avec une moyenne de points mérités de 6 pour finalement partir à Saint-Louis. Et tu ne réussis pas à re-signer Bregman par la suite, donc tu perds 2 joueurs de franchise, peut-être un peu moins dans le cas de Bregman, mais 2 excellents joueurs, parce que tu n'as pas décidé de planifier ta saison morte en 24-25. Donc, je pense que Craig Breslow, il a vraiment droppé la balle. Là, Ted Aaron Judge en série mondiale sur ce dossier. Donc, non, je pense pas qu'il, quand il a signé Bregman, avait réalisé l'ampleur de ce qu'il faisait, sans nécessairement. Je pense qu'il prenait pour acquis que Devers allait accepter de jouer au premier coussin. Là. Je pense que moi, premier, était surpris de voir Devers pas vouloir aller jouer au premier but. Mais je pense que c'est une réaction qui est imprévisible, mais malheureusement, ça servirait contre lui. Ben, imprévisible, tu sais, je veux dire, tu as ton joueur de franchise que tu viens de signer un contrat d'une dizaine d'années, seulement 2 ans auparavant, et tu signes un joueur qui est excellent, qui est un gardeur à sa position, sans y en parler, sans y en glisser un mot, sans juger son intérêt de jouer au premier. C'est vraiment une gestion désastreuse dans ce dossier-là. Mais puis la réaction de Devers est entièrement justifiée, selon moi. Mais ça reste un sport d'équipe quand même. Oui, évidemment. Je veux dire, ça reste que le Devers, c'est censé être ton leader. Là. C'est censé être ton joueur de franchise. Donc, oui, c'était pas une bonne gestion. Parce que je suis d'accord qu'il aurait dû lui en parler à Devers, de genre, ça se peut que tu joues au premier, tu sais. Mais en même temps, Devers, il doit montrer aussi la voie s'il veut gagner, là. En tout cas. En plus, il joue au premier dans sa nouvelle équipe, fait que... Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas tant qu'il voulait pas jouer au premier, je pense. Je sais pas, il cherchait peut-être... Ouais, je pense que c'est vraiment une mauvaise communication. Ouais. On sait pas encore s'il va jouer au premier but, là. C'est encore... Il y a quand même il y a des chances. C'est tout. Oui, c'est sûr que ça va être... Mais je pense que... Je veux faire l'avocat du diable, mais je pense que quand tu as un joueur de troisième but qui est dans les 15 derniers pourcents de la ligue pour tout ce qui est en rapport avec ta défensive, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu rendes à l'évidence que ce soit un changement de position ou d'être frappeur désigné si tu veux que ton équipe gagne. Puis je pense que moi, je ramène ça un peu si on pense les Blue Jays. On voyait Vladdy jouer au troisième but, on le voyait jouer au premier but. Mais Vladdy est un excellent joueur de premier but, mais je pense que si on l'avait laissé au troisième but, on serait arrivé avec le même dilemme à un certain point où est-ce que tu te dis tu peux pas continuer avec un joueur de troisième but comme ça si tu veux gagner, mais s'il veut pas bouger, à un certain point, il faut que tu fasses quelque chose. Tu n'as pas le choix. Ouais, je comprends. Passons maintenant aux Rays de Tampa Bay. Une équipe qui vraiment peut, ça peut être d'un bord comme de l'autre avec eux. Ils ont tendance à nous surprendre année après année. Mais c'est quoi vos attentes pour les Rays? Ben, moi, en tout cas, quand j'ai fait mon petit top 5, là, je les voyais derniers. Après ça,
c'est aussi relevé aussi dans cette section-là. Donc, comme tu dis, ils sont capables du meilleur comme du pire. Écoute, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. S'ils vont être capables de suivre la cadence des 4 autres équipes de leur section. Mais je m'attends pas à une grosse saison. On va dire ça comme ça. Juste parce que il y a 4 autres équipes qui sont, selon moi, devant eux en termes de talent, si on veut. Ben, talent. En termes de meilleure équipe, là. Ouais. Non. Mais je pense que les Rays ont. C'est sûr que je les vois pas faire les séries, mais je pense que c'est le genre d'équipe que tu peux pas. Ça sera pas facile de gagner contre eux non plus. Je pense que, comme n'importe quelle équipe, ça sera pas le fun de jouer contre les Rays parce que tu sais que c'est une équipe qui. C'est pas nécessairement des gros noms que tu vas affronter, mais c'est sûr que c'est des bons. Tu vas affronter des joueurs qui ont différents skill sets un peu, des lanceurs qui sont difficiles à jouer contre. On s'attend des Rays que ce soit un des meilleurs un des meilleurs staffs de relève de la Ligue, pas encore une fois, mais depuis plusieurs années, c'est toujours des lanceurs un peu obscurs qui se ramassent à Tampa Bay, qui deviennent d'excellents releveurs. Donc, je pense que je les vois pas en série, mais je pense que ça va toujours être difficile de jouer contre les Rays. C'est pas une équipe que, avec ton 5e partant, c'est pas une équipe que tu es relax d'arriver au stade. Là, tu sais que ça va être des matchs serrés, même si au classement final, ça va peut-être pas paraître, mais sur le terrain, je pense pas que ça va être des gros matchs one-sided. Je pense que ça va vraiment être tout le temps les Rays dans le coup. Ouais, 100%, mais je m'attends quand même à une régression de la part des Rays. Ils ont quand même échangé des gros morceaux là, à Brandon Lowe, Josh Lowe, Shane Baz également pendant l'entre-saison. Et surtout, la grosse différence, l'an dernier, ils jouaient dans un stade de pré-saison. Ils jouaient dans un stade où est-ce que la balle voyage très bien. Là, tu retournes dans leur stade, le Tropicana Field, qui est un stade où est-ce que la balle voyage le moins. Je pense pas qu'un gars comme Junior Caminero va frapper un autre 40 circuits cette année. Je pense que ça va descendre plus dans les alentours de 25-30, mais quand même, je pense que ça va faire une différence. Par contre, un joueur qui va adorer le Trop, c'est Chandler Simpson, l'un de mes joueurs que j'apprécie particulièrement. C'est vraiment le joueur le plus rapide que j'ai jamais vu jouer. Phil, je sais que tu l'aimes, toi aussi beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire sur lui? Je pense que Chandler Simpson, c'est un joueur old school, je dirais. C'est le baseball d'antan, un joueur qui met la balle en jeu, qui a une vitesse exceptionnelle. Je pense que c'est pas à cacher que c'est probablement un des joueurs les plus rapides que le baseball a jamais connu. Donc, c'est un gars qui met la balle en jeu, qui, à chaque fois qu'il met la balle en jeu, évidemment, est dangereux. Je pense que rien n'est safe avec lui. Là, un roulant à l'arrêt-court, c'est pas safe. Un roulant au deuxième but, c'est pas safe. Je pense que c'est excitant à regarder jouer un gars comme ça, même si c'est pas nécessairement le genre de joueur excitant qu'on imagine là, quand on pense à un joueur qui te garde sur le bout de tes pieds ou comme qui. Je pense que Chandler Simpson, c'est une licorne là, dans le monde du baseball, dans le sens que c'est plus ça qu'on voit maintenant, puis que maintenant, il est capable d'arriver avec les Rays, avoir un impact, puis d'amener son style de jeu qui est juste incroyablement différent de ce qu'on voit là. Mm-hmm. Écoute, en regardant sa page sur baseball, sa vente, il n'y a pas beaucoup de. C'est pas mal dans le dur du côté de la puissance. En regardant après ça, mettre la balle en jeu, le contact, la vitesse, c'est tout 97e, 98e percentile dans son cas. Donc, c'est un joueur qui est excitant à regarder. Un autre joueur qui va être à surveiller du côté des Rays, ça va être Carson Williams qui devrait
débuter la saison à l'arrêt-court. Très hâte de voir à quoi ça va ressembler. Sa saison, surtout que c'est l'un des meilleurs espoirs des majeurs. Mais l'un des dossiers importants chez les Rays, ça va être le retour au jeu de Shane McClanahan, qui n'a pas lancé depuis 2023. Dans son cas, c'était une opération Tommy John et ensuite une aggravation à une blessure au coude. On peut s'attendre à quoi de lui, parce que c'est un lanceur qui, en santé, est capable d'aller chercher une douzaine de victoires par année. Il est un des meilleurs lanceurs de la Ligue américaine, sauf que c'est les blessures le problème dans son cas. Ben, c'est sûr, ça va être intéressant à voir. C'est 2 grosses blessures aussi qu'il y a eu. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une période d'adaptation au début de la saison. C'est sûr que j'espère qu'il va bien faire et qu'il va revenir à son jeu d'avant. Mais je m'attends à ce que, c'est ça, qu'il y ait une période d'adaptation en début de saison, qu'il y ait des up and down au début, puis qu'éventuellement, il prenne du rythme et tout pour revenir à son jeu. Mais non, ça va être excitant à voir, je pense, de voir ce qu'il peut faire. Puis, je pense que c'est rare aussi des joueurs qui reviennent après. Ça va être fun de voir s'il va pouvoir revenir. Puis, ça va être une belle histoire s'il réussit à connaître du succès. Puis, parce que justement, c'est rare qu'après 3 ans, quand même, sans jouer, sans lancer, c'est difficile. Là. Fait que, j'espère que c'est ça, il va connaître du succès. Puis, qu'il va pouvoir amener les Rays à un autre niveau. Là. Je pense que dans son cas aussi, revenir de 3 ans de blessure, de 3 ans sans lancer, ça va être très difficile, mais c'est surtout rester en santé. L'objectif, c'est toute sa carrière, ça a été ça. Il y a gros défi, parce qu'en santé, c'est un excellent lanceur, mais justement, c'est les blessures qui a tendance à se blesser souvent. Terminons maintenant avec les Orioles de Baltimore qui m'ont pris le cœur cette saison morte. Évidemment, je vois une grosse sphère de Phil présentement avec la signature de Pete Alonso sur un contrat de 5 ans au-dessus de 150 millions au total. Ils ont également fait l'acquisition de Taylor Ward excusez, je suis parti dans mes notes. Et de Shane Baz. Est-ce que les Orioles en ont fait assez pour justement se battre pour une place en série avec les grosses équipes de cette division-là, ou ça reste encore une coche en dessous? Ben, je pense que les Orioles, ça reste quand même une bonne équipe. Je pense qu'ajouter Pete Alonso, Taylor Ward dans ton alignement, c'est jamais... c'est toujours bon, mais je pense que tout va dépendre des jeunes. On pense à Gunnar Anderson, s'il est capable de continuer sur sa lancée et de bien jouer. On pense à Lee Rutschman, qui, on espère, un bounce back un peu de sa part. Surtout dans le champ extérieur, je pense qu'on a beaucoup de questions. Là. Colton Cowser, Dylan Beavers, est-ce qu'il va faire l'équipe? Est-ce qu'il va ou non? C'est une autre question. On sait qu'on a O'Neill qui va jouer, mais je pense que cette équipe-là reste quand même avec beaucoup de questions. Jackson Holliday, quand il va revenir de blessure. Fait que, je pense que c'est une équipe qui... Je pense que ça va vraiment dépendre des jeunes. C'est les jeunes qui vont driver un peu cette équipe-là. Ça contredit un peu ce que je disais tantôt avec les Red Sox, mais je pense que les Orioles, c'est vraiment les jeunes qui vont driver. Puis des gars comme Alonso, Ward, que ce soit Mountcastle, Tyler O'Neill, je pense que ça va vraiment être des gars qui vont soutenir, mais pas des gars qui vont vraiment traîner versus des gars comme Gunnar Anderson ou Jackson Holliday, Samuel Basayo, Adley Rutschman. Je pense que c'est vraiment eux l'identité de cette équipe-là. Fait que je pense que tout va partir de eux. Puis si eux ils ont de la difficulté, je pense que les vétérans sont quand même assez bons, mais peut-être pas assez pour
pour compenser le reste. Ben, écoute, moi, je suis d'accord avec ça. Ce qui m'intrigue beaucoup avec cette équipe-là, c'est la rotation. Oui, il n'y a pas de gros noms qui va attirer l'attention, mais c'est 5, même 6, partant très solide. Chris Bassett, on le sait avec les Blue Jays, il va être un lanceur très constant, va donner un 5 matchs de qualité à chaque 5 jours. Shane Baz, qui a connu une explosion à Tampa Bay l'an dernier, ils ont donné beaucoup aussi aux Orioles pour acquérir ses services. Taylor Rogers, qui est revenu un peu à ses meilleures années, sa saison recrue à Miami, qui avait été très bonne. L'an dernier aussi, à Baltimore, qui avait été très surprenant. Et Kyle Bradish et Zach Eflin, sur moi, c'est deux des partants les plus sous-estimés des majeurs, avec Dean Kramer comme 6e partant, Serge Redver. Ça s'enligne pour être très intéressant à Baltimore. Non, c'est ça, c'est 5 ou 6 lanceurs qui. Je pense pas qu'il y a un lanceur qu'on regarde et qu'on dit OK, c'est un os partant. Oui, Rogers peut-être, mais je pense qu'au final, c'est 5 ou 6 lanceurs qu'à chaque fois qu'ils lancent, c'est une chance de gagner. Puis c'est à l'attaque de faire le reste. Là. Je pense pas qu'ils vont voler des matchs nécessairement à la rotation, mais je pense qu'après 7 manches, si t'es encore dans le coup, c'est à ton attaque de faire le travail puis de gagner le match. Mm-hmm. Puis on sait, Baltimore, le problème dans les dernières années, c'était pas l'attaque, c'était beaucoup les lanceurs, la rotation, autant la rotation que la relève. En série, il y a 2 ans, c'est pas mal ça qu'ils avaient éliminé. Laurie, Yes. la grosse question du côté des Orioles, par contre, c'est qu'est-ce qui va se passer avec Adley Rutschman? On a parlé un peu, saison difficile l'an dernier, avec l'émergence de Basayo. Est-ce que ce serait le temps de passer à autre chose dans son cas? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut lui donner... Il est encore jeune quand même, il faut lui donner encore quelques chances. Là, mais oui, c'était une saison difficile pour lui l'année passée, mais je pense qu'il peut revenir en force cette saison. Puis je pense qu'il doit revenir en force si les Orioles veulent connaître du succès. Je pense que l'acquisition de Pitanzo pourrait aider. C'est peut-être un petit peu moins de pression sur les jeunes, mais en même temps, il faut que les jeunes soient les meneurs. Mais tu sais, amener une présence de vétérans, je pense que ça peut grandement les aider. Mais non, je pense pas qu'ils doivent lancer la serviette. Là. Je pense qu'il est trop bon pour que ça soit si tôt. Mais c'est ça. Faut qu'il montre que c'est lui le meneur, c'est lui le leader de l'équipe avec Connor Anderson. Puis je pense que les Orioles vont bien aller après ça. Mais ouais, plus de constance, puis une meilleure saison que l'année passée. Puis d'après moi, ça devrait bien aller, mais pas de... Non, on ne le laisse pas aller facilement comme ça. Moi, de mon côté, je pense que c'est un peu l'année où est-ce que ça passe ou ça casse. Dans son cas, ça fait plusieurs années qu'on dit qu'il y a un beau potentiel, que c'est un des meilleurs espoirs des majeurs. Il était un premier show total en 2019. Donc, ça vient pas de nulle part. Par contre, les 2-3 dernières années, ça a été très difficile, surtout l'an dernier. Et là, avec Basayo, qui a 21 ans, puis qui a un potentiel énorme à la même position, c'est un beau problème à avoir. Et avec Alonso aussi, qui est là pour au moins les 5 prochaines années, il est comme pris. Il n'y a comme pas de place pour lui, même si il y avait un beau potentiel à l'époque, tu peux pas nécessairement le boucher au premier, ou comme DH. Donc, je pense que c'est vraiment l'année où est-ce qu'il faut qu'il prouve que c'est lui, un peu comme que tu sais, le meneur des Orioles, et parce que sinon, il va aller ailleurs. Non, c'est sûr que faut pas oublier par contre que Basayo a 21 ans, des receveurs de 21 ans qui ont du succès défensivement, c'est plutôt rare. Il ne faut pas oublier que c'est quand même
une position qui est assez difficile à jouer en défensive. Rutschman joue de l'excellent baseball défensif. Je pense que c'est un gars qui connaît bien sa game et qui est bon avec les lanceurs, mais je pense que ça va être ça le gros nerf de la guerre un peu là, pour les Orioles. C'est Basayo à 21 ans, je pense qu'il va peut-être avoir 22 ans pendant la saison, mais ça reste qu'à 22 ans, comme dans une équipe qui aspire peut-être à faire les séries là, pour les quelques années à venir, je pense que pour lui, ça va être intéressant d'avoir un apprentissage derrière Rutschman. Donc peut-être, je le verrais peut-être plus comme frappeur désigné pour commencer avec quelques départs ici et là pour un peu remplacer Rutschman lentement, puis faciliter Basayo. Je pense que d'échanger Rutschman en milieu de saison pourrait peut-être rusher Basayo dans l'alignement, que ce soit défensivement, offensivement. Fait que, je pense qu'avoir Rutschman, c'est quand même un bon safety là, pour les Orioles, même si à la fin de la saison, c'est quand même la grosse question à savoir si... je pense que cette saison-ci, c'est pas nécessairement la grosse question, mais c'est à la fin de la saison savoir qu'est-ce qu'on choisit pour le futur. Mm-hmm. Je pense que c'est là un peu qu'on va être capable d'évaluer la situation des receveurs à Baltimore. En terminant, c'est là maintenant que je vous demande de vous mouiller officiellement avec c'est quoi votre projection pour les classements de cette division-là. Qui va faire les séries? Qui est-ce qui veut y aller en premier? Là? Je te laisse, Philippe, je te laisse y aller. J'aimerais dire quelque chose d'autre, mais je pense que... Ah non, vas-y. Je vois les Blue Jays terminer en première position, que ce soit en première ou en deuxième. Je pense qu'en deuxième position, ça va être très, très, très serré. Mais je verrais peut-être les Yankees, suivi des Orioles, ensuite des Red Sox. Je pense que les Orioles, c'est une équipe que si le feu pogne dans ce line-up-là ou dans cette équipe-là, je pense que c'est une équipe qui a énormément de potentiel avec la qualité des jeunes joueurs. Fait que j'ai l'impression qu'à Boston, ça va peut-être être un petit peu plus difficile en début de saison, puis j'ai l'impression que les Orioles vont peut-être, un peu comme les Blue Jays l'an dernier, là, rouler un peu sur la vague là, d'une certaine séquence qui va bien. Fait que moi, je dirais, je prendrais pas les Orioles pour battus. Là. Je pense qu'ils vont terminer avant les Red Sox. J'avais la même chose. La même chose. J'avais les Yankees en premier, ensuite les Blue Jays, puis j'avais aussi les Orioles en troisième, suivi des Red Sox. Un peu pour les mêmes raisons, là, mais... Est-ce que Orioles Red Sox, vous les voyez quand même en série, ou il y a un des deux qui va les manquer, ou les deux? On sait jamais. Moi, je pense que c'est un des deux. Ça va être la grosse bagarre, ça va être les Red Sox contre les Orioles. Je pense que dans cette division-là, c'est la grosse chose. Je pense que les deux autres en haut sont assez lock pour les séries. Là. Moi, de mon côté, je vais y aller avec les Blue Jays en premier, suivi des Red Sox, les Yankees en troisième. J'y vois quand même en série, là, les Yankees, mais je pense que la rotation des Red Sox va faire la différence entre ces deux équipes-là. Les Orioles en quatrième, qui vont se battre pour les séries, mais je pense qu'ils vont y rater de peu. Et les Rays, qui vont sûrement faire manger mes mots, rendus au mois de juillet à cause d'un gars qu'on n'a pas entendu parler avant le mois de mai. Connaissant les Rays, ça risque d'être ça. Mais ouais, mon classement, Blue Jays, Red Sox, Yankees, Orioles et les Rays de Tampa Bay. Avant qu'on termine, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non, ça allait. Non, ben écoute, ça fait un tour de notre prévision de l'Est de l'américaine. La semaine prochaine, on va parler de notre division l'Est national et ça se peut que moi et Phil, on en vienne au coup après l'épisode. Mais merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci Phil et Laurie d'avoir été présents. Merci à toi. Merci à toi. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur YouTube, Spotify, Apple, Instagram, TikTok, n'importe où, dans le tour de relève.
Et on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans le tour de relève.